Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, je tiens d'abord à remercier les gens qui, volontairement, m'aident à pouvoir vous éclairer. Parce que le travail qu'on fait, c'est pas un travail aussi facile. Mais je remercie beaucoup tous ceux qui contribuent à ce qu'on éclaire les gens, à ce qu'on leur donne la possibilité de comprendre un certain nombre de choses et à ce qu'on leur donne la possibilité aussi de pouvoir ne pas se faire tromper. Je vous ai dit que la Confédération africaine de football n'est pas une institution qui est sérieuse. Quand, au fond, on regarde l'affaire Samuel Eto'o, on constate qu'il y a beaucoup de vices sur la procédure. Moi, je veux remercier ce monsieur qui, volontairement, a décidé d'analyser l'interview de l'avocat de Samuel Eto'o et sur la base de cette interview, il a repéré des vices de procédure. Je vous donne en exclusivité l'interview, pas l'interview, cet audio de ce monsieur qui m'a volontairement donné sa vision et vous allez écouter comment une administration comme celle de la CAF peut être faillible et peut violer les procédures. Et vraiment, comme je vous l'ai toujours dit, la CAF n'est pas une confédération sérieuse. Donc, je vous donne la possibilité, écoutez, et après, je vous reviens. La sortie de l'avocat de Samuel nous a permis de comprendre un certain nombre de faits et d'allégations dans le dossier de Samuel au niveau de la CAF. À travers son interview, il a été prouvé que Samuel Eto'o n'a pas de contrat à titre individuel avec 1xBet. Donc sur ce point-là, nous n'allons plus nous attarder dessus, mais nous allons essayer d'analyser maintenant un second aspect qu'il a évoqué, c'est-à-dire les vices de procédure dans le dossier de Samuel. Et pour évoquer les vices de procédure dans le dossier de Samuel, il faut aller au début de la procédure, c'est-à-dire qu'il faut partir du début de la procédure. Donc, comment est-ce que la procédure contre Samuel est née? C'est-à-dire que les individus ont saisi la CAF, encore que par la suite, je me demande bien s'ils ont vraiment saisi la CAF ou c'est la CAF, parce qu'il y a un flou là-dedans, mais supposons qu'ils ont saisi la CAF. Et quand ils ont saisi la CAF, le secrétaire général de la CAF, sans entendre l'accusé, sans investiguer, sort un communiqué. En sortant ce communiqué, le secrétaire général de la CAF a violé deux principes fondamentaux, c'est-à-dire la présomption d'innocence de l'accusé et le secret de l'instruction. Parce que quand le secrétaire général de la CAF sort un communiqué où il a communiqué qu'il y a des faits très graves allégués contre Samuel, il les qualifie alors qu'il n'a même pas encore investigué sur ces faits. Donc, c'est comme si quelqu'un se levait un matin, il accusait quelqu'un d'avoir tué, et toi, sans investiguer, tu sors un communiqué pour jeter cette personne à la vindicte populaire. En le faisant, tu violes déjà deux principes. Le premier, c'est que tu violes la présomption d'innocence de l'accusé. Le deuxième, c'est que tu violes même le secret de l'instruction. Parce que c'est un principe de droit, c'est-à-dire que l'accusé, généralement, est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné par une juridiction. Donc, tant que tu n'es pas encore condamné par une juridiction, le juge ou bien la partie qui reçoit ta plainte ne peut pas se permettre de te jeter comme ça dans la vindicte populaire parce qu'il y a des innocences. C'est-à-dire que, imaginez qu'on vous jette comme ça, là, on vous demande, on vous accuse d'avoir tué quelqu'un alors qu'en réalité, vous ne l'avez pas fait. De telles accusations, si vous êtes mentalement faible, peuvent même pas conduire certains au suicide. Donc, c'est important de respecter la présomption d'innocence. Et c'est aussi important de respecter
le secret de l'instruction parce que ça vous évite de biaiser la procédure. Donc, dès le départ de l'affaire, le secrétaire a violé ces deux principes, c'est-à-dire le principe de la présomption d'innocence et le principe du secret de l'instruction. Une fois que cela est dit, nous allons passer à une autre phase de violation, c'est-à-dire que après avoir violé cette phase-là, alors qu'on s'attendait à ce que le secrétaire général respecte les procédures, nous avons constaté que entre la date de son communiqué et la date où l'accusé a été entendu, il s'est écoulé plus de 6 mois. Or, que dit l'article 44 du Code disciplinaire de la CAF? Le Code disciplinaire de la CAF dit dans son article 44 que l'instruction préliminaire ne peut excéder une période de 6 mois. Ça veut dire que le secrétaire général, entre le temps de son communiqué et le temps de l'audition, il s'est écoulé une période de plus de 6 mois. Une période qui est déjà au-delà des délais prescrits par la CAF pour des investigations préliminaires. Maintenant, dans la phase de procédure, là, je tombe maintenant dans ce que l'avocat dénonçait quand il parlait des violations des droits de l'accusé. On se rend compte à travers les déclarations de l'accusé, c'est que on a communiqué un dossier à l'accusé et le jour de l'audition, on a amené un autre dossier. Ça veut dire que en réalité, c'est une violation du principe de communication du dossier, des dossiers à la partie accusée. Ça veut dire que quand vous accusez une personne, pour lui donner la possibilité de se défendre, vous devez lui transmettre tous les dossiers de procédure afin qu'il ait les éléments d'accusation pour qu'il puisse se défendre. Or, dans ce cas précis, la partie qui instruisait l'affaire ne lui a pas transmis tous les dossiers. Et quand on entend le déroulé de l'avocat au niveau de RFI, on se rend compte que on a communiqué un dossier incomplet ou totalement différent à l'accusé et quelques temps après, c'est-à-dire 10 jours de l'audition, l'accusé se rend compte, ou la partie, les avocats de l'accusé se rendent compte que on les a donné un dossier complètement différent de celui, c'est-à-dire qu'ils ont affaire à un dossier, on a rajouté d'autres pièces au dossier dont ils n'avaient pas connaissance. Et comme si cela ne suffisait pas, le jour de l'audition, ils découvrent qu'on avait audité on avait entendu d'autres témoins ou d'autres personnes la veille de l'audition et qu'ils n'étaient pas en possession de ces auditions-là. Donc, il faut dire ici que la procédure normale voudrait que, une fois qu'on a transmis le dossier au niveau des juridictions de jugement et à l'accusé, ça veut dire qu'on a clos la phase d'investigation. Et une fois que la phase d'investigation est close, normalement, que ce soit les juges, que ce soit les parties, les magistrats instructeurs ne sont plus censés ajouter d'autres dossiers parce que ces dossiers-là n'ont pas été transmis avec le dossier initial. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuellement, quand cette phase est close, ça veut dire qu'on ne prend plus les dépositions, on n'entend plus les témoins et on est censé avoir réuni toutes les preuves avant de transmettre le dossier. Et vous ne pouvez pas faire que, une fois que vous avez transmis le dossier, vous commencez après avoir transmis le dossier, parce que quand vous transmettez le dossier, ça suppose que vous avez fini votre instruction, ça veut dire que vous avez tous les éléments, et ça veut dire que vous avez réuni toutes les pièces. Mais vous ne pouvez pas faire que vous avez réuni toutes les pièces, et pendant que les gens doivent être jugés, c'est là où vous venez avec d'autres pièces. Non, ça ce n'est pas acceptable et ce n'est pas compréhensible. Autre chose, les éléments de preuve qui ont été soumis à l'audience. Comment comprendre que dans une affaire aussi grave, qu'on transmette le Congossa au juge comme élément de preuve? On transmet des pièces non authentifiées au tribunal et le tribunal l'accepte. Ça pose un sérieux problème. Vous ne pouvez pas prendre des audios que vous allez transmettre à un tribunal pour juger quelqu'un sur des audios non authentifiés. Ce n'est pas possible. Et le cas flagrant et l'élément perturbateur que l'avocat a soulevé, il a pris un exemple qui démontre même de la lourdeur de la faute. Vous voyez par exemple dans le transcrit qu'ils ont transmis au juge, ils ont mis dans le transmis que Samuel Eto'o a déclaré qu'il ne va pas payer les arbitres. Et dans l'audio, on entend que Samuel Eto'o qui dit qu'il ne va pas appeler les arbitres.
comment est-ce qu'on peut confondre appeler et payer? Donc, on voit que ce sont ces détails très gravissimes qui font en sorte qu'un procès peut être complètement biaisé. Parce que imagine que le juge est en train de te juger et devant lui, il a des pièces qui lui disent que tu as dit que tu ne peux pas payer les arbitres, alors qu'en réalité, dans l'audio, il est dit que tu ne veux pas appeler les arbitres, tu ne vas pas appeler les arbitres. Ça fausse toute la compréhension du problème, ça fausse tout le débat. Et l'autre vice, c'est au niveau de la qualité des plaignants. Voilà, dans le récit que l'avocat nous a donné, on découvre que dans le dossier qui a été transmis à l'accusé, c'est-à-dire à la partie Samuel Eto'o, on les a donnés comme plaignants un PV d'une association, la CEFAC, la fameuse CEFAC. Cette association qui n'est même pas déjà reconnue par la FICAFOOT et qui était déjà partie à la CCA. Donc, vous voyez que ce sont les mêmes personnes qui sont toujours en train de revenir. Les gens qui n'existent pas, qui n'ont pas une existence légale, les gens qui sont sanctionnés, les gens qui sont suspendus, qui viennent porter une affaire devant des instances, et les instances acceptent des personnes comme ça là. Ça pose déjà un problème. Et plus grave encore, le problème c'est quoi? C'est que dans le PV qui a été transmis à la partie Samuel Eto'o, la CEFAC donne mandat à son président, le président de la CEFAC, pour saisir la FIFA afin de dénoncer certains comportements d'Eto'o qu'il juge contraires à l'éthique. Oui, vous avez bien compris. On donne mandat au président de la CEFAC pour saisir la commission éthique de la FIFA. Comment se fait que la CEFAC donne mandat à quelqu'un pour saisir la commission éthique de la FIFA et on se retrouve plutôt à la CAF? Comment le dossier est arrivé au niveau de la CAF? Plus grave, une personne qui n'est même pas citée dans le dossier comme plaignant, Henri Ndialakwan, je parle de lui. C'est lui qui est entendu comme si c'était lui le plaignant alors qu'il ne figure pas dans le dossier d'accusation. Sur quelle base est-ce qu'on a entendu Henri Ndialakwan? Parce que ce n'est pas Henri Ndialakwan qui avait le mandat. Que je sache, Henri Ndialakwan n'est pas le président de la CEFAC. Henri Ndialakwan, sur le dossier transmis à la FICAFOOT, n'était pas le plaignant. Mais sur quelle base est-ce qu'on l'a entendu, quel témoin, sur quelle base a-t-on entendu Henri Ndialakwan alors qu'il n'était pas le principal plaignant? Ces faits posent des problèmes graves et c'est autant de vices. Donc quand on parle de cela, et ça soulève un problème qu'on avait déjà eu à parler plus tôt, c'est-à-dire celui de la compétence même du jury disciplinaire de la CAF. On l'a dit précédemment que la commission éthique de la FIFA, parce que quand tu regardes les dossiers de la CAF, on dit dans l'article 31 que la commission éthique de la FIFA est seule compétente pour connaître des questions éthiques. Or, le jury disciplinaire de la CAF n'est que là pour juger des affaires portant sur les compétitions gérées par la CAF. C'est vrai que dans les articles de la CAF, je crois notamment l'article 7 ou quelque chose, quand on parle des juridictions de la CAF, quelque part il est mentionné que la CAF a une commission éthique, mais cette commission éthique n'existe pas en réalité. Donc, la seule commission éthique qui existe, c'est la commission éthique de la FIFA. Et c'est elle seule qui est habilitée à juger. Elle se donne même d'ailleurs l'exclusivité de cette compétence-là. Non seulement elle est la seule habilitée à juger des affaires éthiques, en plus, elle est la seule à pouvoir juger les élus des fédérations, c'est-à-dire le président. Donc, à supposer même que on dise que Eto'o peut être jugé de la CAF. Mais il ne s'agit même pas d'un problème lié aux compétitions. Il s'agit d'un problème éthique. Le contrat One is Back est un problème éthique. Comment la commission, le jury disciplinaire de la CAF se retrouve à prendre les compétences d'une affaire normalement dévolue à la commission éthique de la FIFA? Vous voyez, tout cela pose problème. On voit que ce dossier est émaillé de plein de procédures. Et encore, dans le principe général de droit, il revient à l'accusateur d'apporter les preuves de son accusation. Ça veut dire que la charge de la preuve incombe à celui qui s'accuse d'avoir fait quelque chose. Ça veut dire que si tu dis que j'ai tué quelqu'un, c'est à toi d'apporter la preuve du meurtre que j'ai commis. Ce n'est pas moi de partir prouver que j'ai tué. Or, dans le cas présent,
on accuse Eto'o des faits, mais au niveau du jury disciplinaire de la CAF, on demande que ce soit ce Eto'o qui prouve qu'il est innocent. Ça ne se fait devant aucune juridiction. Vous voyez comment on inverse des choses. Les gens apportent un dossier qui est vide. Ils n'ont pas d'éléments pour prouver leurs allégations. Maintenant, on commence à demander à l'accusé de se condamner lui-même et d'apporter les preuves que non, j'ai tué. Non, j'ai fait une faute professionnelle. Non, je suis allé en... Quelle est cette façon de juger ou quelle est même cette façon de violer complètement toutes les procédures? Donc, vous voyez, à l'analyse, vous voyez que du début, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de la procédure, jusqu'à la période des auditions et pendant tout le processus d'investigation, il y a tellement de violations. Vous voyez les gens qui communiquent sur une procédure qu'ils n'ont même pas encore investiguée, sans avoir entendu l'accusé. Vous voyez les gens qui ne respectent pas les délais de procédure d'investigation préliminaire. Vous voyez les gens qui ne vous donnent même pas l'identité de celui qui vous porte plainte. C'est-à-dire que vous partez devant des gens, vous ne connaissez même pas l'identité de celui que vous portez plainte. Vous arrivez devant la commission, vous vous retrouvez avec des éléments, un dossier différent du dossier qu'on vous a transmis. Et entre-temps, pendant que vous êtes là, on continue à entendre les gens alors que vous êtes déjà en phase de jugement. Vous voyez des personnes qui arrivent, qui donnent mandat à quelqu'un pour partir saisir la FIFA. Au lieu de se retrouver à la FIFA, on se retrouve en train de juger l'affaire à la CAF. Et les gens qui normalement portent le dossier ne sont pas les gens qui sont entendus au niveau de l'audition. Vous arrivez à l'audition, on vous demande de prouver que vous êtes coupable alors que la charge de la culpabilité, la charge de prouver la culpabilité ne vous revient pas. Vous voyez un secrétaire général qui est complètement impliqué dans l'affaire. Vous regardez un déphasage entre les transcrits qu'on a donnés au juge et l'audio. C'est-à-dire que les transcrits disent quelque chose, l'audio dit autre chose. Donc, toutes ces violations-là, normalement, pour un tribunal sérieux, devait les amener à se dessaisir et même juste rejeter le dossier en bloc. Il n'aurait même pas dû continuer. Quand l'avocat dit même que les membres du jury se sont pliés étaient un peu embêtés parce que ça leur donnait un travail supplémentaire et ça les embarrassait. Moi, je trouve que ça leur donnait beaucoup de clémence. Parce que quand vous vous retrouvez devant une telle impréparation d'un dossier, quand vous vous trouvez devant un dossier aussi vaseux, aussi creux, les juges respectueux et respectés feraient juste un non-lieu et rejetteraient l'affaire. C'est-à-dire, ils n'allaient même pas continuer à entendre Samuel, ils allaient juste déclarer un non-lieu et l'affaire devait cesser là. Voilà. Vous avez écouté, c'était long. C'était long. 15 minutes, mais ça fait 15 minutes de plus bonheur. Vous avez écouté ce que le monsieur dit. C'est-à-dire que vous venez dans une procédure, on vous donne un autre, on vous apporte un autre truc. Et le secrétaire général, ce fameux secrétaire général, il communique, il fait un communiqué avant qu'on a entendu les parties. Il viole le secret de l'instruction, il viole la présomption d'innocence, il viole tout ça, et on a quand même un procès. Vous voyez? Vous voyez? Quand je vous dis que ce secrétaire général, ce président de la CAF, et les deux Camerounais qui sont là-bas, Seydou Bomondia et Maître Api, ça ne vaut pas la peine. Ça ne pèse pas lourd. Mais on les attend. On les attend sur le verdict qu'ils vont nous donner. Parce que si par malheur, vous faites ce que vous avez dit que vous allez faire là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Restez positif. Parce que quand on regarde très bien le dossier et quand on a écouté ce monsieur, à sa lumière, on comprend que les choses ont été faites pour faire en sorte que Samuel Eto'o soit suspendu. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Vous croyez que, quand je vous dis que vous croyez que la CAF c'est quoi? La CAF c'est rien du tout. Et on va vous montrer que vous n'êtes rien. Bande de petits incompétents. Regardez les vices de procédure que vous avez fait. Vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte. En tout cas, on vous attend. Même si c'est en 2040, vous allez donner le verdict là. Ciao.